Je vais donc aujourd'hui vous parler des enjeux concernant la question du bien-être des enfants à l'école. Je vais vous parler à partir de recherches collectives réalisées avec mes collègues, notamment Philippe Guimard, Fabien Bacrot, Séverine Ferrière, Tiffaine Condronville et toute une équipe d'étudiants de master de psychologie depuis plusieurs années. Première question, pourquoi étudier le bien-être des élèves? Ça fait partie des objectifs de l'éducation définis notamment au niveau européen, Commission des communautés européennes, depuis plus de 10 ans. C'est un objet de débat, j'y reviendrai. Nous avons publié un rapport là-dessus avec un membre du Conseil supérieur des programmes et de l'Inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, considérant que l'école ne vise pas seulement des performances scolaires, mais doit viser aussi un épanouissement personnel, objectif largement partagé par de nombreux pays. Alors l'école est évidemment un lieu de vie essentiel pour les élèves, et les enfants ne se réduisent pas à leur activité d'élève, il faut le rappeler. On connaît l'importance des expériences vécues à l'école. On sait que les élèves satisfaits de leur vie à l'école développent des stratégies d'adaptation, augmentent aussi leurs ressources personnelles, avec un profil un peu inverse, évidemment, pour les élèves insatisfaits de leur vie à l'école. Or, l'insatisfaction des jeunes est assez fréquente, elle n'est pas généralisée, bien loin de là, mais elle est assez fréquente, au moins sur certains points, et assez variable selon les pays. Nous avons des données internationales de comparaison à ce sujet, j'y reviendrai. Et puis un autre point qui nous tient à cœur dans nos travaux, j'y reviendrai également, c'est la prise en compte nécessaire du point de vue des enfants sur leur qualité de vie, sur leur bien-être. C'est une question d'éthique, c'est aussi un intérêt scientifique comme source d'information, en quelque sorte, complémentaire à ce que peuvent dire les autres acteurs de l'éducation et les adultes. Alors, les thèmes de nos recherches sont très variés, donc je fais juste un petit panorama. Nous avons travaillé sur les enfants, la question des enfants dans la ville, comment ils se sentent dans la ville. Nous avons travaillé avec des enfants de différents âges, avec des enfants qualifiés de typiques ou d'atypiques. Nous avons travaillé sur les enfants en situation de handicap, en situation de précarité. Nous avons un article qui sort ce mois-ci, là, octobre, dans la revue Neuropsychiatrie de l'enfant et de l'adolescent sur les enfants accueillis en foyer de l'enfance, leur qualité de vie, etc. Et puis nous participons à des comparaisons internationales. J'y reviendrai dans ma dernière diapositive. Alors le bien-être des enfants à l'école, première question, comment est-il évalué par les écoliers et les collégiens? Quelles sont les dimensions du bien-être subjectif des élèves? Quelles variables expliquent les différences entre eux? Et quel lien avec les performances scolaires? Alors pour cela, nous avons travaillé dans le cadre de plusieurs conventions avec le ministère de l'Éducation nationale, le Défenseur des droits, l'ACSE, le CIEP et aussi le CNESCO, le Conseil national d'évaluation du système scolaire, qui est dans l'actualité en ce moment. Et vous pourrez trouver sur le site du CNESCO tous les travaux que nous avons pilotés depuis 2014 sur la qualité de vie à l'école. Vous avez une dizaine de revues de questions, d'état de l'art dans différents aspects de cette thématique. Alors, nous inscrivons nos travaux dans ce que nous appelons une perspective écologique du développement, pour reprendre le terme de Bronfenbrenner, qui est déjà assez ancien. Je ne vais pas développer le modèle, je ne pense pas que ça soit pertinent ici, sinon pour dire que les interactions sont les clés du développement, les interactions entre les personnes, les interactions entre les lieux de vie. Alors, comment un changement dans l'une des composantes d'un système, par exemple le système familial, va influer les autres composantes, le développement de l'enfant dans le cadre scolaire, etc. Quel lien entre qualité de vie des enfants et qualité de vie des adultes? Quel lien entre qualité de vie à l'école et qualité de vie globale des enfants? Et quels sont les aspects longitudinaux, c'est-à-dire quels sont les enjeux d'une qualité de vie bonne ou mauvaise à l'école sur les trajectoires de vie? Alors, vous vous demandez peut-être, mais qu'est-ce que c'est que le bien-être des élèves? Alors ça, c'est assez compliqué à définir parce qu'il y a plusieurs termes. On parle de qualité de vie scolaire, de bien-être à l'école, de satisfaction de vie scolaire.
Pour nous, nous avons choisi une définition qui fait relativement consensus dans la littérature internationale, dans les travaux. C'est une évaluation à la fois cognitive et affective de la satisfaction des expériences vécues à l'école. Et c'est une dimension de la qualité de vie qui inclut la qualité de vie dans la famille, dans l'environnement, dans les relations avec les pairs, etc., pour reprendre une définition de Hübner. Alors, quels outils pour auto-évaluer le bien-être à l'école? Il y a des outils unidimensionnels qu'on laisse un peu de côté, mais qui sont pratiques dans des études internationales travaillant sur de nombreux facteurs. Par exemple, j'aime l'école, oui ou non, ou bien sur une échelle graduée. C'est ce qu'on appelle un outil unidimensionnel. Nous avons privilégié, comme beaucoup de travaux sur ce thème, des outils multidimensionnels qui explorent plusieurs dimensions pour décrire le bien-être à l'école. Les relations avec les enseignants, les relations avec les pairs, l'intérêt pour les apprentissages scolaires, le cadre de vie scolaire, les droits des enfants à l'école, leur rapport aux évaluations scolaires, etc. Alors, il y a différents domaines qui sont associés au bien-être à l'école, la satisfaction de vie globale, la santé, l'environnement de la classe et de l'école, les relations sociales, et aussi les caractéristiques individuelles. On sait que les enfants jeunes se sentent mieux, sentent une meilleure qualité de vie que les enfants plus âgés, qu'il en est de même des filles qui sont plus satisfaites que les garçons en général, et on voit une baisse de la satisfaction au cours de la scolarité dans la plupart des études internationales. Alors, en revanche, il y a des facteurs qui ne sont pas associés au bien-être à l'école. Ce sont les caractéristiques socioculturelles des élèves et les performances scolaires évaluées au même moment. Je précise, évaluées au même moment. Une mention sur la transition entre école et collège et le bien-être perçu. Évidemment, cette transition correspond à des modifications à la fois structurelles et sociales, et ça va entraîner une baisse de satisfaction scolaire entre les CM2 et l'année d'après, quand ils sont en sixième. Il faut dire aussi qu'il y a une pression académique de plus en plus forte, plus d'attente aussi par rapport aux évaluations formelles du collège. Ça correspond souvent à un sentiment de fragilisation, de solitude, d'isolement, qui augmente le risque de comportement négatif, ce qui peut aboutir, ça a été démontré, notamment par un collègue qui travaille sur ces questions-là à Nantes, mon université, Pierre-Yves Bernard, ça peut aussi mener au décrochage scolaire. Mais, alors souvent on parle de facteurs de risque, moi ce n'est pas un terme que j'aime beaucoup, parce qu'on transfère vite la notion de risque avec le fait que les enfants peuvent être des risques pour la société. Alors, je pense qu'il y a des fragilités, hein, il y a des enfants vulnérables, il y a des facteurs de vulnérabilité, et il y a aussi des facteurs de protection, c'est-à-dire la capacité à se faire de nouveaux amis, à aimer l'école, le sentiment d'appartenance à l'école, qui est un facteur très important, sur lequel on n'insiste peut-être pas suffisamment en France, et le sentiment de sécurité. Donc, derrière tout ce que je vous dis, je ne vous fais pas un panorama de la littérature, mais c'est ce qui fait un peu consensus dans les travaux scientifiques. Alors, nous avons réalisé notamment 4 études sur le bien-être à l'école, en suivant 1 millier d'élèves pour leur bien-être à l'école et au collège. Nous avons suivi une partie de ces élèves jusqu'à 3 ans, en particulier lors de la transition primaire-collège. Nous avons aussi interrogé le point de vue des professionnels par entretien, focus group. Alors, je n'aurai pas le temps de développer beaucoup, mais j'imagine qu'il y aura des questions, parce que le bien-être des uns correspond aussi au bien-être des autres, hein, ça a été également démontré. Et puis, la 4e étude, les liens entre bien-être à l'école et performance scolaire, en suivant la trajectoire des enfants, pas uniquement en évaluant l'un et l'autre au même moment. Je vais passer sur les indicateurs que nous avons utilisés. Nous avons notamment construit une échelle multidimensionnelle de bien-être validée par rapport à d'autres outils internationaux avec des bonnes qualités psychométriques. Alors, ce questionnaire que les enfants renseignaient eux-mêmes, individuellement, dans la classe, avec l'accompagnement de chercheurs et d'étudiants de master, sans le regard de l'enseignant. On a conservé une trentaine d'items, 6 dimensions, 5 items par dimension. Donc les dimensions, ce sont les relations avec les pairs, la satisfaction par rapport aux activités scolaires, la satisfaction par rapport à la classe, le rapport aux évaluations,
les relations avec l'enseignant et le sentiment de sécurité. Alors, bon, je vous ai donné un exemple d'item pour chaque dimension, et les enfants devaient se positionner pour savoir si ils trouvaient, eux, comme d'autres enfants, que c'est facile ou difficile de se faire des amis à l'école, etc. Alors, qu'est-ce qui ressort des réponses de ce millier d'élèves ? Eh bien, il y a des aspects positifs pour la majorité d'entre eux, à savoir la relation à la classe, avec les autres élèves, et le sentiment de sécurité dans l'établissement. C'est-à-dire qu'on est à 80% d'évaluation positive. Les aspects négatifs, à la fois à l'école et au collège, et je dirais que c'est pire au collège qu'à l'école, c'est le rapport aux activités scolaires. 60% trouvent qu'ils ont trop de devoirs à faire à la maison, 57% qui travaillent trop à l'école et au collège. Ensuite, il y a les relations avec les enseignants. Plus de la moitié aimerait que les professeurs expliquent davantage les choses difficiles. La moitié trouve que leur enseignant ne les félicite pas assez souvent. C'est vrai qu'en France, on a tendance à pointer ce qui ne va pas, les fautes, entre guillemets, avec la connotation que ça représente, comme si on n'avait toujours pas compris que l'erreur est le fait même de l'apprentissage, parce que si on le savait, on n'aurait pas besoin d'apprendre, par définition. Donc, c'est même un outil extrêmement intéressant pour des pédagogues de comprendre la nature des erreurs, qui peut signifier comment l'enfant développe des stratégies en cours d'apprentissage. Certaines erronées, certes, mais ça nous renseigne sur la manière aussi d'accompagner leur apprentissage, leur difficulté d'apprentissage. Et puis, le point le plus négatif, c'est le rapport aux évaluations, la peur d'avoir une mauvaise note, la peur quand l'enseignant met un mot dans le cahier de liaison avec les parents, peur quand l'enseignant parle avec les parents, peur de se tromper quand ils font des exercices. Ben oui, forcément, c'est aussi le rapport à la faute. Alors, systématiquement corrélé au bien-être perçu, on retrouve ce qu'on a dans la littérature, donc les filles plus satisfaites que les garçons. La structure familiale, on avait les enfants qui vivent avec leurs deux parents versus d'autres compositions familiales, le niveau cognitif, et systématiquement non corrélé, le niveau d'études des parents, la taille de la fratrie, trimestre de naissance et l'âge de la première scolarisation. Alors, nous avons poursuivi avec une partie des élèves la deuxième année en collectant les mêmes informations, mais en ajoutant une échelle de dimension d'évaluation de la qualité de vie globale, des modules complémentaires sur le bien-être scolaire, notamment relatifs au cadre de vie scolaire, à la restauration scolaire, et puis aussi aux droits et aux informations que reçoivent les jeunes sur leur avenir, et une évaluation de leur sentiment d'efficacité personnelle, parce qu'on avait une petite hypothèse là-dessus. Donc on a été dans des établissements que nous a indiqué l'ADEP, Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance au ministère de l'Éducation, pour avoir une représentation des différentes strates existant en France, qui soit quelque chose de représentatif entre le public, le ZEP devenu REP et le privé. Alors, l'évolution calculée sur 557 élèves, qu'est-ce qui augmente la deuxième année? Eh bien, c'est le sentiment de sécurité qui s'améliore, une plus grande satisfaction des relations paritaires, en revanche, qui diminue, ils se sentent moins bien du point de vue de la satisfaction scolaire globale, des relations avec les enseignants et surtout du rapport aux évaluations. Le reste ne donne pas d'évaluation. Bon, je vais passer sur la transition CM2 6e. Le point de vue des acteurs, maintenant, des acteurs sociaux impliqués, enfants et adultes, donc c'est l'étude 3, est tout à fait important pour comprendre la réalité, la complexité des réalités sociales, c'est-à-dire pouvoir évaluer le bien-être des populations dans des contextes sociaux concrets, sans se contenter, en quelque sorte, d'évaluations externes, par exemple les taux qui sont tout à fait importants, hein, comme données, comme source d'information, les taux d'accès à l'éducation à différents niveaux, aux soins médicaux, etc., aux soins psychiatriques, etc., etc. Donc ce que j'ai appelé des indicateurs externes, mais interroger les populations d'adultes a été fait à partir des années 60, c'est ce qu'on a appelé le mouvement des indicateurs sociaux sur leur propre vie. Comment perçoivent-ils, eux, ces aspects-là? Donc on a commencé dans les années 60 à intégrer au niveau international les perceptions, les aspirations, les visions de certaines réalités sociales et des changements sociaux par les adultes.
Alors, il a fallu une quarantaine d'années pour construire une telle démarche allant interroger les gens sur leur vie concrètement, comment eux la vivent, sans se contenter des statistiques externes en quelque sorte. Alors les enfants et les adolescents, ce serait bien qu'on n'attende pas 40 ans encore pour prendre en compte leur point de vue sur leur réalité de vie, parce que ce sont des agents sociaux importants dans les dynamiques sociales. Quatrième étude, les performances à l'école sont-elles liées au sentiment de bien-être? Alors il y a déjà des travaux dans la littérature, mais il n'y en a pas tant que ça. En maternelle, aimer l'école est lié à la participation en classe et à des performances élevées, si tant est qu'on puisse parler de performances en maternelle. Les performances scolaires s'expliquent par le fait d'aimer l'école. En élémentaire, un lien entre réussite, sentiment de compétence, satisfaction de l'école. Que les élèves sont en situation de précarité ou non, c'est une autre étude. Le fait d'être heureux à l'école conduit à de meilleurs résultats scolaires. Et au collège, eh bien, on peut prendre les résultats de PISA 2000 avec des meilleurs scores de bien-être dans les pays à résultats élevés, à performance scolaire élevée, des liens entre performance académique et bien-être scolaire avec une probabilité plus élevée de décrochage scolaire pour les élèves à faible performance et faible bien-être scolaire. Et puis, on a montré aussi que le bien-être à l'école des jeunes en situation de précarité contribue à leur réussite scolaire. Alors, quelle est la nature de la relation entre les deux? Est-ce que c'est le bien-être qui induit des performances scolaires plus élevées, ou bien le fait de réussir à l'école qui induit un sentiment de plus grand bien-être? Les deux sont très probablement liés et en interaction. Mais on a encore très peu de travaux là-dessus, et en France en particulier. Alors, en suivant nos jeunes, une partie d'entre eux, pendant 3 ans, on a pu établir des profils aussi d'élèves entre ceux qui étaient satisfaits et sereins, les peu satisfaits et sereins, et les peu satisfaits et inquiets, donc en croisant différentes dimensions du bien-être scolaire. Alors, les satisfaits et sereins représentaient 44%, 70% d'écoliers, des garçons autant que des filles, plutôt dans le privé. Les peu satisfaits et sereins, 32%, surtout des collégiens, et plutôt en REP. Et les peu satisfaits et inquiets, 24%, encore beaucoup de collégiens, plutôt des garçons massivement, et plutôt en REP. Donc on voit le lien déjà avec les difficultés scolaires. Alors, on a établi des liens entre ces profils et les performances scolaires, la satisfaction de vie, la satisfaction scolaire et le sentiment d'efficacité personnelle, déjà la 2e année, donc par rapport au profil établi la première année. Bon, il y a des choses assez triviales, les satisfaits et sereins ont des meilleures performances scolaires, ils ont des évaluations plus positives sur toutes les dimensions. Mais ce qu'on a pu montrer déjà dans un premier temps, c'est que se sentir bien à l'école la première année de notre étude induit des meilleurs résultats scolaires et une meilleure satisfaction de vie et un sentiment d'efficacité personnelle plus élevé la 2e année. Alors, on s'est beaucoup attaché à ce sentiment d'efficacité personnelle qui a été défini par un psychologue de psychologie sociale, Bandura, il y a déjà une vingtaine d'années, c'est-à-dire les croyances des individus quant à leur capacité à réaliser des performances particulières. C'est lié au bien-être perçu, c'est lié aussi à la réussite scolaire. Et en fait, notre hypothèse était que ce sentiment d'efficacité personnelle médiatisait la relation entre le bien-être et la réussite scolaire et les performances scolaires. Alors, je vous passe la cuisine statistique que nous avons opérée pour étudier tout cela, mais nous avons pu montrer que la relation entre le bien-être la première année et les performances scolaires la 3e année est médiatisée par le sentiment d'efficacité personnelle la 3e année. C'est la même chose pour plusieurs dimensions du bien-être scolaire, notamment la satisfaction par rapport aux relations avec les enseignants. Donc c'est un résultat qui est assez conforme aux quelques résultats de la recherche internationale. Ça commence juste, les études longitudinales sur ces questions, parce que c'est coûteux en temps, personnel, etc. On a trouvé des effets directs faibles et à court terme, mais 2 dimensions qui contribuent à expliquer les performances scolaires, 2 dimensions du bien-être, la satisfaction par rapport aux relations avec les enseignants et la satisfaction par rapport aux activités scolaires.
Et plus les élèves sont heureux à l'école, plus ils se sentent compétents et plus leurs performances scolaires sont élevées. C'est dans ce sens-là que peut s'établir la relation. Alors, est-ce que le bien-être des élèves est aussi important que la réussite scolaire? Bien, écoutez, c'est une question qui a été posée dans l'étude PISA 2012 concernant des jeunes de 15 ans. Parce qu'il ne faut pas tout globaliser. On a des données pour des jeunes, pour des écoliers, on en a pour le collège, on en a pour l'étape collège-lycée, puisque les jeunes de 15 ans en France peuvent se trouver en fin de collège ou début du lycée avec les questions de redoublement et d'orientation. Cette question a été posée au chef d'établissement. Donc elle est relativement indirecte, il faut être prudent, c'est-à-dire qu'on demandait au chef d'établissement est-ce que selon vous, pour vos enseignants, le bien-être des élèves est aussi important que la réussite scolaire? Bon, eh bien, vous avez là la moyenne de l'OCDE. Ça serait mieux si je montrais là quand même. Et la France, elle est tout en haut, c'est-à-dire tout à fait en bas, parce que c'est inversé dans le schéma PISA, hein, j'ai copié. C'est-à-dire c'est en France qu'on répond non, pas du tout. Hein. C'est-à-dire que dans PISA 2012, donc j'insiste sur le fait qu'on interroge le chef d'établissement sur la façon dont c'est mis en œuvre, selon eux, par leurs enseignants. Hein. Donc, quelque chose d'indirect, mais c'est indirect pour tout le monde, hein, dans tous les pays qui ont participé à PISA 2012. Donc vous voyez qu'il y a quand même du travail à faire pour essayer de faire émerger cette thématique. Alors une école bienveillante, ben oui, ça pose un certain nombre de questions. Quelle place dans le curriculum donne-t-on à l'apprentissage par les enfants du rôle d'interlocuteur, à la capacité de réguler leurs propres activités, de participer aux décisions qui les concernent, et à terme, la capacité d'agir dans le monde, le terme anglo-saxon d'empowerment, c'est-à-dire avoir une prise. Vous savez, le bébé, qu'est-ce qui va fonder, pour une part, le développement de ses compétences? C'est le fait qu'il se sent lui-même compétent quand il produit quelque chose, un son, un geste, et qu'il y a un adulte aussi qui réponde à cela et qui encourage la suite. Alors vous voyez, là, ça démarre dans les premiers jours de la vie, cette affaire. Hein. Eh bien, nous en sommes encore là. La question se pose toujours, quand ils sont à l'école, quand ils sont au collège, quand ils sont au lycée. Hein. Quelle place donne l'école à la capacité d'agir? Alors c'était un très bon exemple que vous nous avez montré tout à l'heure avec la participation de ces enfants à une production de textes, à la fabrication, à la construction de quelque chose, c'est extrêmement important. Quand on pense que toutes ces actions sont complètement pilotées, déterminées par l'institution dans laquelle on se trouve, c'est difficile probablement de se sentir très bien. Dans quelles conditions sont offertes pour apprendre comment apprendre, pour développer le sentiment de compétence, pour associer les enfants aux décisions qui les concernent dans leur vie scolaire? Alors, quelquefois, on me répond en haut lieu, mais quoi? Enfin, ce n'est pas les enfants qui vont décider du fonctionnement de l'école. Ben, peut-être que si on prenait en compte un peu leur point de vue, on aurait droit à quelques améliorations. Et puis tout ça dépend, bien entendu, ne soyons pas naïfs, des finalités assignées à l'éducation et à la formation dans les pays européens. En tout cas, je ne pense pas que ce soit en plongeant un enfant comme ça directement dans l'eau qu'il peut ressortir, ou dans le système éducatif, qu'il peut ressortir comme étant compétent. Hein. Et d'une autre manière, quand l'enfant plonge comme ça, il a besoin du regard d'autrui. Quand il plonge dans la difficulté, et apprendre, c'est difficile pour tous les enfants à un moment ou à un autre. Hein. Eh bien, quand ils plongent comme ça, ils ont besoin du regard et de l'accompagnement d'autrui pour les valoriser. Donc, promouvoir une école de la confiance, c'est savoir identifier et valoriser les progrès, encourager l'enfant plutôt que de repérer les manques, je reboucle avec le début. C'est aussi préparer l'avenir et éviter le pessimisme français régulièrement mis en évidence par l'INSEE. C'est quand même un enjeu, selon certaines études. On est au niveau d'insatisfaction du Bangladesh. Bon. Moi, j'aime bien cette citation de Claudia Sénic
Les politiques devraient prendre en compte l'influence indiscutable des facteurs psychologiques et culturels dans la perception du bien-être, et comme ceux-ci sont en partie acquis à l'école et dans d'autres instances de socialisation, cela pointe de nouveaux aspects des politiques publiques liés aux aspects qualitatifs de notre système éducatif. Je partage complètement ce point de vue, et accompagnons nos enfants pour faire des petits chats, des lions, quoi. Hein. Bon, voilà. Alors, je termine pour vous annoncer que nous allons, après un colloque international en 2017, en partenariat avec le CNESCO à Nantes sur la qualité de vie à l'école, nous allons organiser un colloque international sur le monde des enfants et leur bien-être, 19 au 21 juin 2019. Le site doit être construit cette semaine, il y aura de l'information, parce que nous participons à cette étude internationale qui implique une quarantaine de pays, Children Worlds, il y a un site, où on interroge les enfants de 8 ans, 10 ans, 12 ans sur leur qualité de vie perçue dans toutes les dimensions de leur vie, pas seulement scolaire, avec un questionnaire international commun, et puis des compléments qui varient selon les pays et les tabous des pays. Parce qu'en France, par exemple, vous ne pouvez pas interroger sur la religion, vous voyez. Alors que dans d'autres pays, il est indispensable de le faire, c'est tout à fait naturel. Et puis bon, nous on a interrogé sur le handicap, etc. Et donc on a déjà les données sur 2200 enfants pour la France, mais on aura la restitution de cette enquête internationale menée par 40 et quelques équipes de recherche dans le monde. Et puis, on aura ce colloque avec appel à communication, conférences invitées, voilà. Et je vous ai présenté quelques ouvrages récents et je répondrai volontiers à vos questions s'il y en a. Et je vous remercie de m'avoir...